Alors, si vous voulez, donc on va commencer, encore une fois, par poser l'héritage de la pensée antique, n'est-ce pas, pour voir comment démarre le Moyen-Âge, hein, à partir de cet héritage. Donc, l'intelligence, j'ai insisté, s'éveille, hein, en s'émerveillant au contact du réel. Hein, ce réel qui s'offre au sens. Que les choses soient. Voilà ce qui est étonnant. Et vous vous souvenez, donc, je l'ai dit, Aristote ajoutera un double étonnement. Non seulement il est étonnant qu'elles soient, mais qu'elles soient ce qu'elles sont. L'être et l'essence, quoi, déjà. L'être et l'essence. Qu'elles cessent d'être. Voilà qui est une source d'angoisse pour l'homme qui s'interroge sur son destin. Puisque si tout s'achève aussitôt commencé, une question se pose. Alors, à l'intelligence, comment l'être peut-il cesser d'être? Être une fois, n'est-ce pas être toujours? Être ou ne pas être, telle est la question, pourrait-on dire. Parménide a pris cette question en compte, et avec une rare profondeur, dans son poème, il dit ceci: l'être est, le non-être n'est pas. Estin te kai os uk esti me einai. Ça fait du bien d'entendre un peu de grec. Savoir que l'être, c'est einai en grec. La métaphysique est née avec Parménide. En tant que métaphysique de l'être, si vous voulez, quand il en a saisi l'objet propre, à vrai dire, à savoir l'être. Mais, on l'avait étudié cela aussi quand on a étudié les présocratiques jadis, j'y reviendrai peut-être, l'être est parce qu'il est un, pour Parménide. Le problème, pour lui, se pose en termes d'indivisibilité, c'est-à-dire d'unité. En effet, l'être est un ou il n'est pas. À savoir que l'être ne peut se diviser sans devenir autre chose, c'est-à-dire du non-être. Il ne se divise qu'en cessant d'être lui-même, c'est-à-dire en cessant d'être tout court. Donc il a associé déjà l'être et l'un, comme identité à soi. On verra, il faudra aller encore plus loin, mais il s'ensuit que le monde multiple, apparent et fugitif, changeant, n'a pas de statut ontologique propre, c'est-à-dire d'être propre. C'est le monde de la division, c'est-à-dire d'un faux être-là, du nombre. C'est le monde de l'opinion, où la vérité stable et immuable de ce qui est réellement, ontos on, n'a pas sa place. Donc, nous savons que le disciple de Parménide va soutenir son maître en disant, en montrant, en prouvant que le mouvement n'existe pas. Le mouvement, c'est-à-dire le changement qui est source de division et de multiplicité. Platon n'aura de cesse, lui, que de trouver une place à ce non-être, si vous voulez. Et nous savons, à cette fin, dans le sophiste, il sera contraint de commettre son parricide contre le père de la métaphysique, en affirmant le non-être est. Mais alors c'est quoi ce non-être qui est? Le non-être, c'est encore pour Platon du non-un. En ce sens, il est contre Parménide qui dit que tout est
parce que tout est, seul l'être est. Donc pour Platon, le non-un, c'est le monde multiple, surgissant toujours et toujours en déclin. Ce monde nié par l'Éléate, nous dit Platon, est ce monde multiple. Il est, mais il est en ce sens qu'il est composé d'êtres dont l'un n'est pas l'autre. L'autre, voilà l'être du non-être. Vous savez, dans le sophiste, c'est le statut donc du non-être. Donc ce n'est pas du non-être au sens où... Non, c'est le fait qu'il est un autre. Donc dans son ensemble, la totalité multiple de ce qui est, avec ses trouées de non-être, est parce que tout ce qui est participe au monde des idées. Seul, encore une fois, réellement réel. Ontos on. C'est-à-dire un monde unifié à sa source, par l'idée des idées, qui est le bien, et qui est un. Le bien, c'est l'un immuable, au-delà de ce qui est. Epekaina pes ousias. Il est au-delà de tout ce qui est en excellence et en puissance. Au-delà de ce qui est faible et en voie de disparition. C'est-à-dire de ce qui est multiple et qui se multiplie en vertu de sa dégradation hors de l'idée parfaite, du monde parfait des idées. Vous vous souvenez du lit, de l'exemple du lit dans la République, le lit est réel, c'est le lit unique, parfait. Puis il y a un artisan qui voudra faire un lit, il va imiter ce lit. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre artisan qui voudra aussi faire un lit. Alors certainement que le lit du premier artisan ne va pas ressembler au lit du deuxième. Il y aura quelque chose dans le deuxième qui ne sera pas dans le premier. Une petite imperfection par rapport au lit parfait. Et donc il y aura dans la multiplication des lits une dégradation par rapport au modèle parfait. C'est pourquoi l'imitation est une dégradation dans le monde multiple pour Platon. Il ne faut pas oublier cette idée que nous avons eue aussi tout à l'heure sous une autre forme. Donc, il y a dès lors deux mondes, le monde réel et le monde apparent, qui en est le reflet dont il a l'inconsistance. Ce qui est en devenir n'est en effet que l'ombre de ce qui est toujours. Une apparence, sans être véritable, parce qu'elle n'en est que l'imitation dégradée, appelée à s'effacer promptement à chaque apparition. C'est le statut du phénomène, phénoménon, de ce qui apparaît, à la lumière, au phos, à la lumière du jour. Le monde mouvant et changeant du devenir n'est en vérité qu'une participation éphémère par imitation de ce qui est toujours et parfaitement. Seul ce qui est toujours, immuable, éternel et indivis est véritablement. Tel est l'un bien, qui se confond avec le bien justement, parce qu'il attire tout à lui. Mais il attire tout à lui le bien, attention, chez Platon, ça peut prendre aussi un sens négatif, pour l'absorber complètement, puisque si l'un, n'est-ce pas, n'accepte absolument rien, est imparticipable. Parce que la question, vous vous souvenez, c'est que Platon va se remettre en cause dans son Parménide en disant que si l'un est, il n'est plus un. Donc si l'un est le bien et attire tout à lui, il l'attire pour l'absorber et l'anéantir. On retrouve l'idée du Nichtet de Heidegger, du néant qui néantise. Vous vous rendez compte de la logique qu'il y a dans tout cela. Donc la philosophie ne peut pas être platonicienne. Elle doit être aristotélicienne, si vous voulez. Non. Voilà, en effet, aux yeux d'Aristote... Il n'y a pas participation, mais il y a une certaine relation tout de même. Alors, l'image, non, la réponse est claire. C'est que saisissons bien ceci, n'est-ce pas? Donc le soleil hors de la caverne laisse bien la caverne dans l'ombre, en effet, dans l'ombre, c'est pas la nuit totale, les ténèbres obscures. Le rayonnement atteint les objets qui sont à la frontière de la caverne, là,
Et donc la projection de l'ombre, n'est-ce pas, ces objets, n'est-ce pas, figurent comme des ombres au fond de la caverne, hein, mais ce n'est pas la réalité. Pas la réalité. La réalité, ce sont les idées qui sont justement figurées par dans le fond, c'est ça, les objets que le soleil éclaire et qui font obstacle au soleil de telle manière que derrière eux, ils laissent une ombre. C'est le bien dans le système de l'ensemble du monde des idées. Nous l'avons vu, tout ce qui est par participation, et qu'une idée doit participer à l'autre. Vous vous souvenez quand je disais que Socrate est grand, j'appuyais ce jugement sur la participation de Socrate à l'idée d'homme, ou à l'idée de grandeur. Ouais. Mais quand je dis maintenant que Socrate, cet homme grand, que Socrate est un homme et que cet homme est grand, cette fois-ci, il faut non seulement que Socrate participe au monde intelligible, que le Socrate sensible participe à l'homme intelligible, si vous voulez, à l'idée d'homme, mais il faut que l'idée d'homme maintenant participe à l'idée de grandeur. Il faut qu'il y ait une participation entre les idées. Hein, parce que la participation, c'est ce qui permet de juger, de dire que d'associer, d'unir précisément grandeur et humanité, deux idées. Participation du monde sensible au monde intelligible. D'accord? Je peux dire Socrate est un homme parce que l'humanité, c'est l'idée à laquelle Socrate participe. D'accord? Maintenant, je dis Socrate est grand. Ça veut dire que cet homme est grand. Donc j'associe deux idées, puisqu'il n'y a que des idées qui soient réelles. L'idée de grandeur, pour que je puisse dire que Socrate est grand, il faut que Socrate participe aussi à l'idée de grandeur. C'est la participation d'une idée à une autre idée. Il faut que l'idée d'homme s'unisse, plus précisément, à l'idée de grandeur. Et j'émets un jugement et je fonde à savoir, Socrate, cet homme est grand. Mais attention, cet homme s'unit à l'humanité, l'idée d'humanité s'unit à l'idée de grandeur, et c'est là où le problème apparaît pour Platon, qui va se mettre en question, c'est qu'il faut que par conséquent, l'idée d'homme comme l'idée de grandeur pour s'unir doivent elles-mêmes participer à l'idée d'unité. Et cela est vrai de toutes les idées qui vont constituer le savoir, qui repose donc sur cette idée d'un qui apparaît au sommet, comme étant le bien, parce que le bien, c'est le bien de l'intelligence, si vous voulez, quoi. Aux yeux d'Aristote, la question de l'être en tant qu'être, on et on, est censée échapper à ce processus qui consiste à réduire l'être finalement comme chez les présocratiques à la matière, ouais, et comme chez Platon à la forme, à l'aïdos. Ouais. Aristote saisit cette question de l'être en tant qu'être, je dirais moi aussi, parce que toon c'est l'étant, et ce qui est en tant qu'il est. Ouais. Je traduirai le on et on, l'étant en tant qu'étant, en l'étant en tant qu'il est. Parce que déjà j'introduis ici une question où il y a une distinction entre l'être et l'étant, hein, et nous verrons que cela est très important. Donc Aristote saisit la limite et tente d'y remédier. Il sent la limite, enfin, il saisit la limite de la question platonicienne de l'être, et comme celle des présocratiques, et il tente d'y remédier en identifiant ce qui est réellement réel, ni à la matière, comme les présocratiques, hein, pour lesquels c'était l'eau, l'air, le feu, la terre, ni à la forme, hein, c'est-à-dire l'aïdos, l'idée universelle de Platon, mais à la forme individuée par une matière qui constitue avec elle la substance, l'ousia. Ce qui est en tant qu'être s'identifie désormais à la substance, à l'ousia, au-delà de laquelle il n'y a rien de réellement réel. Aristote, comme tous les penseurs grecs,
ne peut concevoir que ce qui est a commencé d'être. Autrement dit, de rien, rien ne peut sortir. Ça, c'est un axiome universel, nous devrons retenir, et qui fait qu'à partir du moment où de rien, rien ne peut sortir, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose? Ici, la question prend tout son sens. Le monde est éternel, le cosmos est éternel. Mais il est en devenir. Et c'est pourquoi Aristote résout le problème du devenir qui soulevait la question de l'être, déjà dès le départ, puisque, vous vous souvenez, si tout devient toujours, hein, comme dit le Théétète, rien n'est jamais. Hein. Héraclite l'a très bien vu. Et donc, il s'agit... et donc, Aristote, pour résoudre ce problème du devenir, il va définir le mouvement, le devenir, en distinguant ce qui est en puissance et ce qui est en acte. Il va distinguer l'être en être en puissance et en être en acte. Rien n'est qui ne soit en puissance et en acte. Pourquoi il fait cette division? Parce que précisément, le cosmos est depuis toujours, ce qui est depuis toujours. Et par conséquent, il faut expliquer pourquoi il est. Quoi. Comment se fait-il qu'il est? Quoi. Comment se fait-il qu'il y ait de l'être? Et c'est pourquoi il va remonter d'être en puissance qui passe à l'acte à un être qui est acte pur. Un être qui est acte pur, qui n'a jamais été en puissance. Et c'est là le grand apport d'Aristote qui va dire que cet acte pur est l'acte de la pensée qui se pense. Noesis, noéséos. Une pensée qui est un acte de pensée, d'intelliger, qui se pense elle-même, immuable, et qui est le point final dans le livre Lambda de la métaphysique. On reviendra là-dessus. C'est donc une élévation de l'esprit extraordinaire. Mais en même temps, ça va poser un problème aussi, parce que ça, c'est l'aristotélisme qui peut se développer sous la forme avéroïste, d'un intellect qui s'intellige, comme acte pur. Mais alors, que va-t-on faire des individus, quoi? On va se retrouver encore devant un problème, là, qui est le problème du multiple. Et donc, Plotin lui-même a saisi la difficulté de l'aristotélisme en disant, lui qui cherche dans l'un, c'est-à-dire l'indivisible, la pureté indivisible de l'unité pure et nue, il va dire à Aristote, mais tu divises le principe en intellect et en intellect qui s'intellige. Hein? Si l'intellect s'intellige, encore une fois, il va se dédoubler, quoi. Il va se voir en face. On se trouve devant une dualité. Et donc l'unité. C'est intéressant. Et alors, donc c'est pourquoi le nous paraîtra chez Plotin en deçà de l'un, en dehors de l'un. Et que l'un sera inintelligible. Vous voyez. Et là, ici, il y a une sorte de rebondissement de l'histoire de la métaphysique. À cela, la seule réponse à la question de savoir si, au début, il n'y a pas une dualité d'une pensée qui se pense, la réponse sera celle de l'aristotélicien Thomas d'Aquin, à la suite d'Avicenne, et qui va dire, mais le premier principe, si on veut parler de principe ici, n'est pas l'acte de s'intelliger, ce n'est pas l'acte de l'intellect qui s'intellige, c'est l'acte d'être, de laisser ipsum perse subsistens. C'est l'acte d'être d'un être qui subsiste par lui-même, sans avoir à s'affirmer, à s'identifier, à se reconnaître, à s'intelliger. Il est la perfection de l'être. L'être a... Alors là, c'est un rebondissement exceptionnel, mais qui ne va pas faire long feu, malheureusement. Parce que cet apport, on le verra de saint Thomas d'Aquin, qui d'ailleurs demeure intact pour la pensée d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu ça le sens aussi, l'intérêt de la pensée médiévale, c'est que la pensée de Thomas d'Aquin va être recouverte par
la puissante pensée de Duns Scott, qui sera lui aussi un héritier d'Avicenne, mais qui va développer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le côté a priori de la connaissance, qui va faire de l'être, qui va neutraliser l'être, quoi. L'être sera extérieur à l'essence, à ce que l'on peut dire, l'être, disons, n'est pas ce qui va me permettre de distinguer les étangs, comme on l'a vu. Et donc, ce qui va me permettre de distinguer les étangs entre eux, encore une fois, ce sera la distance qui va séparer les étangs les uns des autres en fonction de leur plus ou moins grande approximation ou éloignement de l'infini. L'infini, un peu l'infini mathématique aussi d'ailleurs, qui est un infini abstrait, mais qui n'est pas l'acte d'être. C'est pas l'acte d'être qui est infini. Alors on aura maintenant l'apparition de la notion d'infini, en plus de celle de l'un, du nous, de l'intellect, l'infini apparaît. La notion d'infini va prendre une grande importance. C'est avec Duns Scott. C'est intéressant. Même s'il y a eu des racines historiques à tout cela, mais peu importe. Ici, ce qu'il faut, c'est voir un grand penseur, le considérer pour quelqu'un qui est un point d'arrivée et un point de départ d'une pensée, quoi. Donc, Plotin procède autrement qu'Aristote. Il part de l'expérience, cette fois-ci, de l'âme, une expérience existentielle, si l'on veut, qui est l'expérience de l'âme prise dans le flux d'une multiplicité en proie à la dispersion de la vie. Et il veut mettre un terme à cela, il veut expliquer cette tragédie, quoi, de la division, finalement. Il veut échapper à cette dispersion. Et comment il va le faire? En échappant aux multiples, et qui est le résultat d'une dégradation, d'une sortie hors de l'unité pure et nue, dans le non-un de la multiplicité, disons. Eh bien, lui, il va y échapper comment? Par le retour à l'un. Il y a donc une catastrophée, un catastrophein et un épistrophein. Donc il y a un réditus, il y a un exodus et un réditus. C'est-à-dire il y a une sortie et un retour. Et là, vous avez déjà le schéma hegelien, déjà. Ça va être un apport, on ne va pas en sortir de cela. Il faudra bien voir comment... Bon, donc la question ici, donc, c'est qu'en effet, désormais, l'unité est en effet perdue, mais on peut la retrouver, quoi. Par ce retour, qui est un retour ascétique qui aussi consistera, finalement, dans l'anéantissement de soi. Il s'agira encore une fois de laisser le néant agir. Le nichts, nichtet. Le néant néantise toujours. Parce que nous sommes ici en dehors de l'acte d'être, de l'être en soi, subsistant par lui-même, auquel en participant à l'être, on est sans que l'être cesse d'être, sans que cette aisée subsistence, ipsum subsistence, cesse d'être. Et entre le catastrophène et l'épistrophène que vous avez donné, le thomazein va se situer où? Attention, le thomazein c'est autre chose. Le thomazein, si tu veux, c'est au commencement. C'est l'étonnement, c'est l'émerveillement, c'est le point de départ, c'est l'éveil de l'intelligence à elle-même. C'est l'étonnement, l'émerveillement, le thomazein, c'est le point de départ, le choc de l'intelligence avec le réel. D'accord, et donc là, dans ces cas-là, il n'y a pas eu de... Non, alors dans ce cas-là, j'ai dit en effet, bonne question, c'est bien parce que j'ai dit qu'il partait de l'expérience existentielle, de l'âme. Donc le point de départ est plutôt tragique que l'émerveillement ici. Tu vois, finalement, ici, on pourrait dire que le point de départ n'est pas l'émerveillement, mais le point de départ est l'angoisse d'exister, si on pouvait parler en termes modernes. En fait, d'une certaine façon, vous nous dites que toute pensée de l'un s'accompagne d'un mode de vie, d'une éthique qui est de l'ordre d'une néantisation de la subjectivité du genre humain. Enfin, je veux dire, dans le cas de Plotin, c'est l'ascétisme. En fait, même chez les gnostiques, qui est un peu une pensée c'est la logique. Même s'ils s'opposent avec le néoplatonisme. Mais donc, vous dites que toute pensée de l'un implique nécessairement un ascétisme, une néantisation de la subjectivité, de l'ego. Voilà.
Et donc une pensée de l'être, ce serait une pensée de la vie, Voilà. à l'inverse. Voilà. Alors, justement, je mettrai une nuance avec la notion de subjectivité, puisque la subjectivité apparaît avec la modernité, c'est le sujet pensant, qui est pour lui-même l'objet de sa pensée, alors qu'ici nous sommes dans le substantiel, dans le réel. Nous sommes toujours non pas dans le conceptuel en ce sens, mais dans le réel. Et donc, mais en effet, de toute façon, si on remplace le mot subjectivité par substance, la substance individuelle n'ayant aucun statut ontologique au sens d'enracinement dans l'être, dans un acte d'être, alors, sans enracinement dans un acte d'être, ce qui apparaît est condamné à disparaître. Et apparaît en disparaissant, surgit en s'évanouissant. Il y a une sorte ici de coïncidence des contraires qui fera l'objet de la pensée de Nicolas de Cuse, qui va beaucoup aspirer à Heidegger aussi, et qui est d'une actualité, parce que justement aujourd'hui, on s'interroge sur cette coïncidence des contraires, justement, depuis Héraclite lui-même. Mais seulement Héraclite, il s'agissait évidemment il s'agit toujours de toute façon de justifier alors cette coïncidence des contraires. Et comment peut-on justifier cette coïncidence des contraires? Comment l'être et le non-être peuvent-ils coïncider? Évidemment, il s'agit d'aller au-delà de cette coïncidence. Enfin, tout ça, c'est déjà difficile, mais enfin, vous trouvez cette pensée déjà chez Nicolas de Cuse, même chez Pascal. Bon, là, je ne veux pas vous ennuyer avec ça, puisqu'on y reviendra, et inutile d'insister maintenant. Mais enfin, il est intéressant de voir que ces questions surgissent. Et il est bon qu'elles surgissent, puisque elles sont donc fondées. Vous voyez, ces questions sont une interrogation sur la validité d'une métaphysique de l'un, finalement. La possibilité de... Est-ce que c'est valide, quoi? Est-ce qu'elle est valide, cette métaphysique de l'un? Dans le fond, c'est cela. Bon, donc, je reviens, n'est-ce pas? Plotin part de l'expérience de l'âme, l'expérience de l'âme, prise dans le flux de cette multiplicité en proie à la dispersion, et à laquelle il s'agit d'échapper en s'unissant par un retour à la source de tout ce qui est, là, pur et nu. Ouais. Mais on n'y échappe pas, quoi. Ouais, la question, c'est le statut de ce retour. En quoi consiste ce retour? Ouais, si c'est un retour qui consiste à s'anéantir et à laisser l'un agir en nous, sous la forme... Ouais. Et tout cela, voyez-vous, c'est quand même très intéressant parce que on voit après la question que vous posiez concernant le christianisme. Pour le christianisme, et on verra quand on étudiera le néoplatonisme. On distinguera le néoplatonisme païen, le néoplatonisme chrétien et le néoplatonisme musulman. Et en effet, pour le christianisme, pour le judaïsme aussi, le statut de la créature, le statut de l'étang, est un statut de créature qui a reçu l'être, voilà. Ce qui est le mystère de l'être, qu'est-ce qui s'est donné l'être? Il faut être sensible à cette question. Comment se fait-il que je sois, en raison de mes milliards de cellules, que je suis apparu comme étant Socrate? Ou est-ce que l'être de Socrate est un mystère? D'où vient ce qui fait que Socrate, non seulement ce qui fait que Socrate est Socrate, encore une fois, qui peut le définir, qu'il a une essence, mais le fait qu'il ait un être, qu'il y a un être de Socrate. Bon, tout ça, il faut être sensible à ce questionnement. Et je crois que, avec un peu de bon sens, on se rend compte qu'il faut distinguer l'être et l'essence ici, c'est-à-dire ce qui est et l'être de ce qui est. Il ne suffit pas de définir ce qu'est Socrate, mais encore faut-il savoir si Socrate existe bel et bien, s'il existe. C'est pourquoi d'ailleurs la pensée d'Aristote commencera avec cette question: est-ce que ce dont je vais parler existe? D'abord, je veux parler de ce qui existe. Qu'est-ce qui existe? Ce qui s'offre au sens. L'essence, c'est une fenêtre ouverte au monde extérieur, qui permet à l'intelligence ensuite de s'interroger sur ce qui est,
à l'extérieur. Et l'intelligence s'interroge sur ce qui est à l'extérieur de l'intérieur. Bon, c'est intus legere, non? C'est lire à l'intérieur des choses. Bon, l'alexandrin, c'est-à-dire bon, Plotin, reproche à Aristote de remettre en question l'unité de l'un en dédoublant le principe de tout ce qui est en pensée qui se pense, en noesis noéséos. Pour Plotin, l'acte pur n'est pas la pensée qui se pense, mais l'un, qui est le principe, le commencement. Le commencement même sans commencement. L'un est au-delà de toute pensée. Il est impensable et ne saurait se confondre avec le nous, avec l'intellect, qui saisit toujours ce qui est. Il ne saurait se confondre avec l'intellect, avec le nous, qui surgit nécessairement hors de l'un, en dessous de lui, par ce coup d'audace fameux, dit Plotin, c'est ce coup d'audace, quoi. L'un a décidé de se connaître, de s'intelliger, quoi. Une sorte de caprice éternel, incompréhensible. Ah ben tiens, alors Plotin fait introduire ici du mythe, quoi, pour s'expliquer. Pour un philosophe, ça n'est pas sérieux. Hein, il est obligé de dire que l'un a eu un coup d'audace pour s'intelliger, afin d'expliquer le surgissement de l'intellect, hors de ce qui est inintelligible, impensable. Donc, une caractéristique de cet un plotinien, qui le distingue de l'un platonicien, est sa fécondité. Vous vous souvenez que, je l'avais déjà dit, pour Platon, l'un a un caractère statique, alors que Plotin va donner à cet un caractère dynamique, de fécondité, de richesse. C'est pourquoi il se confond avec le bien, qui n'est pas seulement ce qui attire à lui statiquement, comme chez Platon, mais qui se diffuse de soi. Et donc, un grand penseur mystique, le pseudo-Denis Aréopagite, qu'on étudiera, reprendra cette doctrine du bien diffusif de soi. Si le bien est ce qui est diffusif de soi, donc que va-t-il rester de ce bien si le bien n'est pas l'être? Bon, on verra. Là, je reviens à la question avec le soleil. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une diffusion dans les rayons du soleil dans l'analogie de la caverne? Alors attention. Justement, on pouvait penser déjà ça chez Platon, qu'il y ait une diffusion du... Alors n'oublions pas que Plotin est quand même platonicien, c'est un néo-platonicien. Quand je dis qu'il dynamise ce qui était encore statique dans le soleil, si on veut, de Platon, c'est qu'en effet, ce rayonnement, pour Plotin, prendra le sens d'une émanation. C'est l'émanation qui fait apparaître les choses sous la lumière du soleil. C'est en rayonnant que le soleil fait apparaître ce qui est à sa lumière, de telle manière que, à vrai dire, tout ce qui est le fruit d'une émanation, de ce qui sort du bien du soleil. Mais nous le verrons au Moyen-Âge, avec d'ailleurs le judaïsme, le christianisme et l'islam, une nouvelle donne apparaîtra qui est la donne de la créatio ex nihilo. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'émanation, mais une création. Attention, nous le verrons, ce n'est pas parce que la notion de création a du succès au Moyen-Âge en raison de la révélation que la notion d'être créé n'est pas de valeur philosophique. On verra ça, c'est intéressant, parce qu'il faudra faire ici étudier le rapport entre philosophie et théologie. Il y a une certaine autonomie de la philosophie qui va être mise au service de la théologie, mais il y a donc des vérités auxquelles la raison accède et qui sont aussi des vérités révélées, mais toutes les vérités révélées ne sont pas accessibles à la raison, mais il y a des vérités accessibles à la raison, comme par exemple les temps créés, les temps finis. Bon, si ce n'est pas le fruit d'une émanation, il faudra bien expliquer, et cela est à la portée de l'intelligence, et Aristote n'en était pas loin.
les temps finis, on peut le considérer comme étant non pas l'effet d'une émanation, mais l'œuvre d'une création, c'est-à-dire d'un don de l'être, d'un acte d'être. Et bon, ça, on verra. Oui, j'avais une question, je pense que vous l'avez répondu, mais c'est par rapport à Platon et à la réminiscence, on n'est pas dans quelque chose de ex nihilo, justement, on n'est pas assez... Bon, très bien, oui. Alors, pourquoi il y a réminiscence? Pourquoi penser, c'est se ressouvenir, non? Penser, c'est se ressouvenir. Pourquoi c'est se ressouvenir? Parce que les idées étaient toujours là. Elles sont éternelles. Et que l'âme, en chutant dans un corps, a oublié, et que l'exercice de la pensée, sous la forme d'un dialogue, d'une interrogation, le petit esclave, mais non, voilà qu'il est capable, lui, de découvrir une pensée qu'il possédait déjà grâce à l'éveil. Bon. Alors, ces idées, alors donc, ça c'est une grande question, nous le verrons, on va vite là. Ces idées, enfin, ces idées, bon, d'avoir déjà une vision un peu d'ensemble. Ces idées qui, dans le monde, qui sont chez Platon dans le monde intelligible, vont se trouver avec un Platon christianisé par saint Augustin dans l'entendement divin. Voilà, donc là, les idées sont dans le monde intelligible de Platon, elles passent en Dieu avec saint Augustin, et nous verrons qu'avec Duns Scotus, elles vont passer dans l'entendement humain. Et la source des idées va être une source a priori, comme chez Kant finalement, dans l'entendement. Ce qui va résoudre les questions que pose cette doctrine sera la notion d'acte d'être, la notion d'être comme ce qui fait l'objet vraiment ce qui est constitutif de chaque substance individuelle, n'est-ce pas, et qui est l'objet d'une création, le résultat d'une création, d'un surgissement de l'être. C'est pourquoi d'ailleurs ce qui est aujourd'hui au XXe siècle, paradoxalement, c'est cette question qui est au cœur même de l'interrogation humaine. C'est comment surgit ce qui surgit, quoi. C'est soit le néant qui néantise, soit l'être qui est créé, quoi. Et c'est intéressant aussi, ça, c'est intéressant. Ouais. Alors la fécondité, donc, est l'expression d'une puissance infinie, celle d'engendrer, de sorte que tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui apparaît, surgit. Surgit le temps de disparaître, émane de cette source unique et est appelé à y remonter en s'effaçant justement progressivement parce qu'il est de trop pour la pureté de l'un. L'un, en effet, est au-delà de l'être. En s'ajoutant à lui, l'être mettrait un terme à son unité, pure et nue, comme l'a vu Platon dans son Parménide, sur lequel on reviendra et sur lequel on insiste pour bien saisir tout cela pédagogiquement. Il n'est donc rien, il est le rien. C'est un. Toute la question de savoir si sa puissance ne révèle pas son extrême faiblesse dans la mesure où elle consiste à résister à être, à résister au nous, qui en s'ajoutant à l'un lui ferait perdre son unité absolue, pure et nue. Donc l'un serait une sorte de force qui naîtrait en raison de sa faiblesse, qui consiste à résister à ce qui mettrait un terme à son unité. Donc l'un est menacé constitutivement. L'un est menacé. Et c'est pourquoi cette faiblesse se transforme en force de résistance, et qui doit être une toute-puissance, qui doit être toute puissante, parce que l'un tient à lui-même, si j'ose dire. Donc, il faut, avant d'aborder le Moyen-Âge, voyez-vous, saisir toutes ces problématiques, toutes ces questions.